Toujours à l'Université des maires de l'Ouest parisien, en compagnie de Yael Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Présidente de l'Assemblée nationale. Alors, du perchoir, comme on dit, que vous occupez, vous observez le déroulement de la vie démocratique. Alors, de la démocratie parlementaire, évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais aussi de la vie démocratique. On sent bien qu'il y a une crise de la démocratie, il y a 69% dans la dernière enquête Cevipof des Français qui disent oui, qu'il y a une crise de la démocratie. Est-ce que d'abord, il ne faudrait pas, parce qu'on a l'impression que c'est un régime qui survivra à tout, et est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord dire que la démocratie, c'est un régime fragile ? Alors c'est effectivement, vous avez raison, il faut le dire. Il faut le dire et on voit aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous évoluons et qui est un monde de plus en plus instable, qui est soumis à de très nombreuses crises, qu'elles soient des crises internationales, mais aussi des crises migratoires, des crises de santé publique avec celles que nous venons de vivre avec le Covid. Toutes ces crises mettent à mal et fragilisent nos démocraties. Donc il faut en prendre soin et il faut effectivement avoir toujours à l'esprit que les choses peuvent évoluer, qu'elles peuvent évoluer dans le bon sens, mais qu'elles peuvent aussi évoluer dans le mauvais sens. Et donc il nous revient à nous, responsables publics, d'en avoir conscience et au-delà d'agir, mais aussi de faire en sorte que les citoyens en aient conscience et aient conscience que la démocratie est un bien précieux dont il faut prendre soin. Alors, il y a un marqueur qui est important, c'est l'abstention, la montée de l'abstention. Et vous avez proposé une solution, enfin parmi d'autres évidemment, pour essayer de lutter contre cette montée de l'abstention. C'est une journée de consultation, une journée par an, je crois, hein, c'est ça, ouais. Où les Français seraient consultés sur des problèmes locaux ou nationaux d'ailleurs. Exactement. En fait, moi, je suis convaincue que les Français, d'une part, sont très attachés à la démocratie représentative telle qu'elle s'exerce avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et qu'il faut revivifier la démocratie représentative, mais que ça ne suffit pas pour retrouver le lien de confiance, et qu'il faut également renforcer la participation directe de nos concitoyens à la délibération. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé la tenue de consultations régulières qui puissent avoir lieu une fois par an, et effectivement que ce soit au niveau local, au niveau des mairies, des départements, des régions et au niveau national sur des sujets qui intéressent les Français, pas nécessairement des sujets institutionnels qui concernent les élus, mais des sujets qui les concernent, qui concernent le cours de leur vie, le destin de la nation et sur lesquels on pourrait les impliquer. Ce qui est intéressant, c'est de consulter les Français, mais c'est aussi de les faire débattre en amont, et c'est tout l'intérêt de créer une culture de la consultation et de la participation citoyenne. Citoyenneté presque. Parce qu'il faut réimpliquer chacun dans la vie démocratique du pays et considérer que chacun a un rôle à jouer. Vous savez, moi, je ne faisais pas de politique il y a 6 ans. Je fais partie de cette fameuse société civile. C'est la société civile qui est arrivée aux affaires, si je puis dire. Et en fait, ça montre que ça change les points de vue d'ailleurs peut-être. Chacun a un rôle à jouer, que chacun peut s'impliquer, oui. Qu'on a besoin de tous pour conduire la nation à bon port. Et donc je pense qu'effectivement ça change le point de vue lorsqu'on n'est pas un professionnel de la politique. Il y a un autre projet, évidemment, pour revivifier la démocratie, et c'est ce que le président Macron a indiqué, c'est d'élargir le champ du référendum. Le problème en France, c'est qu'on a une vision assez plébiscitaire du référendum depuis De Gaulle, c'est-à-dire qu'on met en jeu le mandat présidentiel, par exemple, si la réponse est non. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à avoir des référendums dépassionnés, si je peux dire, et peut-être commencer par le local, comme vous le dites de cette journée, ça serait peut-être une bonne idée. Justement, en fait, l'idée de cette journée de consultation, c'est de dépassionner le référendum, puisque vous créez une habitude. Et donc, vous ne pouvez plus dire « Ah, on fait un référendum à tel moment pour arranger telle ou telle situation politique ». Si vous le fixez tous les ans, je sais pas, le premier dimanche d'octobre, tous les premiers dimanches d'octobre, on consulte les Français sur un certain nombre de sujets. Ça permet de dépassionner les choses. Ça permet aussi de les dépassionner si vous prenez des sujets qui concernent directement les gens et qui ne concernent pas les élus, la question des mandats, etc. Je pense que les Français ont besoin, pour se réengager dans leur vie démocratique, qu'on les écoute, qu'on leur fasse confiance. On dit souvent, vous savez, les politiques se plaignent souvent de ne pas recueillir la confiance de leurs concitoyens. Mais la confiance, ça va dans les deux sens. Il faut aussi leur faire confiance. Il faut leur faire confiance, et la consultation, leur donner les clés d'un certain nombre de décisions, je crois que c'est ça un acte de confiance majeur.
Alors le Parlement et l'Assemblée nationale que vous présidez est à la source de la loi. On parle quand même aujourd'hui beaucoup de référendums d'initiative partagée ou d'initiative citoyenne qui serait aussi une autre source de loi. Quelle est votre position là-dessus? Alors effectivement, dans le cadre de ces journées de consultation, il pourrait y avoir des référendums qui soient des référendums demandés par ceux qui sont élus, donc président de la République, le maire, etc. Mais je crois aussi qu'il faut conférer aux citoyens la capacité de mettre sur la table des sujets qui les intéressent, et ce, à tous les échelons. Donc il faut qu'on simplifie les conditions du référendum dit d'initiative partagée, et c'est celui qui est prévu à l'article 11 aujourd'hui de notre Constitution. Et c'est ça qu'effectivement le président de la République a mis sur la table, donc baisse des seuils, élargissement du champ, simplification des procédures, 3 voies d'action. Et puis, moi, ce que j'avais imaginé, c'était permettre dans les mairies de faire des référendums d'initiative partagée, de dire, eh bien, on prend un pourcentage de votants, un pourcentage du nombre de conseillers municipaux qui pourraient demander tous les ans la tenue d'une consultation lors de ce jour de consultation. C'est peut-être un bon apprentissage de la démocratie de commencer aussi par ces niveaux-là. Un mot, parce que le débat revient, le refrain, ça reprend sur le non-cumul ou le cumul des mandats. Voilà, on entend beaucoup, même d'élus, qui disent finalement, on critique les députés hors sol, comme on dit, parce qu'ils ne sont pas élus, parce qu'ils n'ont pas de mandats locaux. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que c'est le vieux monde qui revient? Non, mais alors déjà, moi, vraiment, je m'insurge contre les députés hors sol. Oui. Vous voyez, moi, je suis... Vous êtes élu Vous m'avez présenté en tant que présidente de l'Assemblée nationale, mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis députée des Yvelines et je viens tous les ans à ce salon des maires. Et je suis aussi élue municipale. Je suis au conseil municipal du Vésinet. Donc je ne suis pas hors sol du tout et je n'ai pas besoin de cumuler mon mandat de député avec le mandat de maire pour être bien ancrée sur le terrain et bien connaître les réalités de mes concitoyens. Donc moi, je suis résolument contre le retour du cumul des mandats. Je considère qu'il ne faut pas prôner le grand retour en arrière. Au contraire, inventons les conditions d'une vie démocratique du XXIe siècle qui soit revivifiée. Et cette vie démocratique revivifiée, elle ne passe certainement pas par le grand retour en arrière. Alors vous êtes la présidente d'une assemblée qui n'a pas de majorité absolue, on le sait, avec beaucoup d'utilisation du 49.3. Vous qui vous observez justement vos confrères et vos collègues députés, est-ce que vous diriez qu'au fond la démocratie française n'est pas tellement apte, que ça pas assez apte à la négociation, au compromis? Ça existe ailleurs. En France, ça a l'air absolument impossible. On a des partis pris qu'on ne peut pas changer. Ouais, vous utilisez le mot « ça a l'air ». Parce qu'en vrai, à l'Assemblée nationale, nous passons notre temps à faire des compromis et nous passons notre temps... C'est peut-être l'impression qu'on a de l'extérieur. C'est une impression que l'on a d'une image très déformée de la réalité de l'Assemblée aujourd'hui. Le 49.3 a été utilisé par le gouvernement pour permettre l'adoption de 3 textes. Mais nous avons adopté à l'Assemblée nationale plus d'une 50aine de textes qui n'ont pas nécessité de l'utilisation du 49.3. Donc c'est très trompeur d'imaginer que l'Assemblée ne fonctionne que comme cela. Hier encore, nous avons adopté la loi sur la réforme de la loi travail, sur la réforme de France Travail et sur la réforme du RSA à une majorité importante, 149.3. Nous venons d'adopter hier des conclusions d'une commission mixte paritaire sur la loi de programmation sur la justice, et nous avons adopté hier la commission mixte paritaire sur la loi sur l'industrie verte pour permettre de réindustrialiser notre pays tout en préservant l'environnement. Vous voyez, je vous prends 3 exemples. L'Assemblée nationale ne travaille pas. Ces 3 exemples, hier après-midi, je ne vous pas. Vous voyez, pas très et donc, ces 3 textes qui sont majeurs ont été tous adoptés à des larges majorités. Et donc, c'est ça le quotidien de l'Assemblée nationale. Alors après, on parle évidemment quand même de 49.3, de motion de censure. Notamment, on parle de la loi sur l'immigration qui pourrait, et peut-être d'un vote éventuel d'une motion de censure. Quel est votre sentiment s'il y avait une motion de censure qui était votée? Est-ce que, comme l'a dit Emmanuel Macron, il faut dissoudre l'Assemblée? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Alors vous savez, moi... C'est la prérogative du président, vous me direz. Alors dans ma vie politique, j'ai suffisamment
de sujets qui doivent me préoccuper pour pas me préoccuper de celui-là et de ceux qui ne sont pas entre mes mains. Donc ça ne m'intéresse pas. C'est pas vous qui décidez, c'est non, vrai. mais surtout que moi, je suis une femme d'action. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des majorités à l'Assemblée nationale sur le texte immigration comme sur les autres textes. Et je ne m'avoue jamais vaincue. Donc aujourd'hui, je ne me mets absolument pas dans la situation où la loi ne trouverait pas de majorité, où il y aurait une motion de censure qui serait votée. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de si. Et donc, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Alors, on a vu à l'Assemblée, il y a des débats parfois très, très violents. Vous l'avez bien entendu remarquer. Vous aviez demandé une sorte d'exemplarité des députés. Où on en est de ça, cette exemplarité-là? Mais alors, vous avez raison, il y a des débats parfois qui sont violents, où il y a des invectives, il y a des injures, il y a des comportements extrêmement agressifs, que ce soit à l'égard des parlementaires entre eux ou que ce soit à l'égard du gouvernement. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et moi, à chaque fois que j'échange avec des Français, que je suis dans la rue, les Français viennent me le dire. Quelle est cette assemblée où il y a ces scènes de tumulte? Et donc moi, là-dessus, mon parti pris, mais depuis le premier jour, c'est de ne rien laisser passer. Alors, j'ai sanctionné beaucoup. Et on dit parfois, et bien sûr, ceux qui sont sanctionnés considèrent que je sanctionne trop. Mais moi, je pense que je sanctionne juste parce que ce sont des comportements qui nuisent à la représentation nationale dans son ensemble. C'est ce que voient les gens et c'est ce qu'ils me disent. Donc je continuerai à être intransigeante avec ces comportements-là. Il faut de la considération à l'Assemblée nationale et il faut du respect. Il faut du respect pour les autres parlementaires. Nous avons chacun été élus par nos concitoyens, mais il faut avoir surtout du respect pour les Français qui nous ont élus et que nous représentons. Nous ne sommes pas uniquement nous à l'Assemblée. Nous sommes là parce que nous devons porter la voix des Français. Le représentant de la France, chaque député la voix de la France, nation. Et ça veut dire quelque chose. Alors on va passer à une séquence, c'est les questions des étudiantes de Sciences Po. Léonie, si vous voulez bien nous rejoindre, Yael Braun-Pivet va répondre à la question que vous allez lui poser. Bonjour Léonie. Bonjour. Oui. Voilà. Donc, excusez-moi, je voulais revenir sur la participation citoyenne et la rénovation démocratique. On l'a vu depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, des innovations démocratiques ont été mises en place, comme la Convention citoyenne du climat en 2019. Et à l'annonce récente du président d'un référendum d'initiative partagée, comment les participants pourront s'assurer que leurs décisions et leurs débats pourront être bien pris en compte et traduits en actes? C'est une très bonne question et je te remercie d'avoir rappelé les innovations démocratiques que l'on a faites pendant cette mandature parce que ça n'est pas rien, c'est 2 conventions citoyennes que l'on a réalisées. Maintenant, le sujet de fond que tu évoques, c'est comment on organise en fait les différentes représentations et les différentes temporalités entre la participation citoyenne et les votes ou les expressions de la représentation nationale. Il ne faut pas qu'il y ait des concurrences, il faut qu'il y ait des complémentarités et il faut que à chaque fois les choses soient très claires. Les conventions citoyennes, ce sont des organisations de tirage au sort et donc ça doit être pris en compte, mais lorsqu'il y a une loi ensuite, la loi doit être travaillée par les parlementaires et les parlementaires vont prendre en compte ce que la Convention a fait, mais en aucun cas la Convention citoyenne doit être décisionnaire. Ça n'est pas son objet, ça n'est pas son objectif. C'est un élément de la décision, ça nous aide. Et c'est là où on voit qu'on fait participer les citoyens à la délibération. Le référendum d'initiative partagée, c'est différent parce qu'on demande, on crée un mécanisme pour que les citoyens décident. On n'est pas dans le même processus. Et donc, oui, il faut créer des espaces pour faire des référendums d'initiative partagée pour que les citoyens puissent décider sur des sujets qu'auraient choisi les citoyens. Et comme tu es à Sciences Po, tu le sais, le référendum d'initiative partagée, il a cela d'intéressant qu'il combine en lui-même les citoyens, un certain nombre de signatures, et les parlementaires avec un certain nombre de signatures du parlementaire. Après, ce qu'il faut qu'on organise, et c'est ce que le président de la République a dit au Conseil constitutionnel, c'est faire en sorte que les citoyens, par le recours au référendum d'initiative partagée, ne reviennent pas sur une loi qui vient d'être votée
par le Parlement, ou auquel cas ils se mettraient en concurrence directe, et inversement. Il ne faut pas que le Parlement, par le vote d'une loi, revienne sur un référendum qui viendrait d'avoir lieu. Donc ça, il faut qu'on le travaille pour organiser, non pas une concurrence des légitimités, mais au contraire une bonne combinaison et que ça devienne une addition. Merci pour votre Merci réponse. beaucoup. Oriane? Merci à toi. Bonjour Oriane. Alors votre question... Bonjour. Non, ça marche. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'au Parlement, il y avait effectivement un certain nombre de lois qui étaient votées sans avoir recours au 49.3. Mais on a bien vu l'année dernière que les citoyens n'avaient pas le même sentiment, notamment avec les vraies mobilisations contre la réforme des retraites. Comment est-ce que vous envisagez de restaurer une vraie confiance entre les citoyens et les lois votées au Parlement? C'est une question abyssale. Moi, quand je suis rentrée en politique il y a 6 ans, c'était en partie pour ça, pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice, d'apporter ma pierre à l'édifice de la confiance. Comment renouer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants? À la place qui est aujourd'hui la mienne, je suis convaincue que ce lien de confiance, il passe aussi par une meilleure connaissance de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, meilleure connaissance de son fonctionnement, du travail qui est effectué, et puis un dialogue continu entre les élus et les citoyens. Moi, j'ai fait une action d'ouverture de l'Assemblée nationale. Depuis 1 an, j'ai décidé d'ouvrir l'Assemblée nationale portes et fenêtres aux citoyens pour des débats, pour des visites, pour des expositions, pour des pièces de théâtre. Enfin, j'essaye finalement de saisir tous les prétextes pour faire venir les citoyens. Et on a doublé le nombre de visites à l'Assemblée nationale en 1 an. Et on peut se dire au début, c'est une goutte d'eau. Mais avec les chiffres qu'on souhaite atteindre sur une année pleine, c'est 300 000 personnes. Non, c'est bien que les 300 000 citoyens sachent comment ça fonctionne et fois voient les lieux. 5, ça fait 1,5 Absolument. million de personnes qui viendraient à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est des créneaux ouverts le week-end, le soir, des journées portes ouvertes. Je pense que cette proximité, cette meilleure connaissance, ça permettra un peu de renouer le lien de confiance. Ça suffira pas, mais je suis convaincue que ça y contribuera. Merci beaucoup Oriane. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi.